Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je souhaite vous aider à trouver des solutions en matière d'orientation. Et oui, ne vous est-il jamais arrivé de douter de vos orientations professionnelles ? De vous lever le matin sans passion et de vous sentir piégé ? #orientation professionnelle éclairée, c'est le podcast qui va vous faire partager le quotidien de personnes aux parcours différents avec des récits singuliers, passionnants et ouverts à tous. Alors tendez l'oreille, ici c'est Ho. Aujourd'hui, nous accueillons Tanguy. C'est un jeune homme de 25 ans qui est actuellement en 3e année d'école d'architecture. Il a d'abord intégré une prépa dans le privé avant d'intégrer une école d'ingénieurs nommée HEI, Hautes études d'ingénieurs à Lille. Il choisira par la suite de se spécialiser grâce à l'option BAA, qui veut dire Bâtiment, Aménagement, Architecture. Entre études, vie personnelle, voyage en Erasmus, Tanguy a obtenu son diplôme d'ingé et se retrouve maintenant à l'ENSAL, École supérieure d'architecture de Lyon. Son parcours est atypique. Il a su se donner le temps de trouver sa voie, de savoir ce qu'il voulait avant d'entamer des démarches. Il va vous expliquer maintenant pourquoi il a décidé de passer un diplôme d'ingé puis un diplôme d'archi au lieu de faire un double cursus. Ne quittez pas, il va tout vous expliquer. Bonjour Tanguy, merci d'être venu dans notre podcast. J'aimerais que tu te présentes, que tu me dises l'âge que tu as et puis dans la formation dans laquelle tu es actuellement. Donc bonjour, là cette année je vais avoir 26 ans, donc pour l'instant j'en ai encore 25. En ce moment je suis en 3e année d'école d'architecture à Lyon et donc avant ça j'ai déjà fait une école d'ingénieur dans laquelle en fait j'ai eu mon diplôme. Super. Alors, est-ce qu'on peut remonter un petit peu avant, notamment au niveau, je pense, du lycée, parce que ça a dû être décisif pour toi. Tu as choisi quelle filière et comment tu t'y es pris ? Alors, pour la filière, j'ai choisi de faire du coup un bac S, et c'est un bac SSVT. Parce que à savoir qu'avant, c'était bac S SI, donc sciences ingénierie. C'est ça, il y avait deux possibilités. Ouais. Il y avait SSVT, donc sciences et vie de la Terre, et SSI, donc sciences de l'ingénieur. Mais dans mon lycée, en fait, il y avait que SSVT, donc je me suis pas trop posé la question. Est-ce que tu viens d'où, toi ? On a oublié de te... Ah oui, je viens de la région parisienne, ouais. Donc je viens du 91, de l'Essonne, et j'ai fait donc mon lycée au lycée Blaise Pascal, donc à Orsay. Ok. Du coup, on revient sur ton choix de bac, donc SSVT. Comment t'as fait pour te décider ? Eh ben, je savais pas forcément trop ce que je voulais faire. Je savais que j'étais plutôt bon en classe et que ça me dérangeait pas non plus de trop travailler. Donc, j'ai décidé de faire un bac S parce que ça ouvrait quand même pas mal de portes. Et donc, en terminale, j'ai choisi de prendre l'option SPEMAT. Parce que toujours une question de plutôt bonnes notes, etc. Et vu que je savais pas forcément ce que je voulais faire, je me suis dit je vais essayer de trouver une formation qui va être la plus généraliste possible en fait, ouais. Et qui va pouvoir m'ouvrir le plus de portes ensuite si je veux bifurquer dans une autre voie. Donc c'est pour ça qu'après le bac, j'ai décidé de faire en fait une classe préparatoire pour les écoles d'ingénieurs. Donc t'avais fait tes vœux, t'es passé par APB à l'époque. Donc Parcoursup maintenant. C'est ça. Et t'avais classé essentiellement des vœux d'ingé ou J'avais que des classes préparatoires, ouais. Ou sinon des écoles d'ingénieurs qui sont possibles d'y accéder en fait directement après le bac. D'accord. Ah, ça existe donc. Oui, c'est en fait pour les écoles d'ingénieurs, soit on fait 2 années soit on fait 2 années en fait de classe préparatoire et ensuite 3 ans en école d'ingénieur, soit on fait directement 5 ans dans une école d'ingénieur en fait. D'accord. Donc toi, t'as choisi la première formule, en fait, les deux années donc préparatoires et puis les 3 ans, qui te font avoir un bac plus 5, donc un niveau master. Tout à fait. J'avais une première question à te poser, mine de rien, parce que t'as choisi le bac S et tu nous as dit ce qu'on entend souvent, le bac S, ça ouvre toutes les portes, etc. Ça en ouvre beaucoup. Ça en ouvre beaucoup. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais te demander
bientôt 26 ans, avec le recul que tu peux avoir sur ton bac, est-ce que tu penses que c'est toujours aussi vrai ou est-ce que tu peux y mettre des nuances? Bah, c'est assez vrai, je pense, quand même, parce que c'est quand je regarde, j'ai beaucoup d'amis qui peuvent avoir fait aussi, par exemple, des écoles de commerce, mais qui ont eu un bac S, dans tous les cas, et, et qui s'en sortent très bien. Et j'ai beaucoup moins de personnes, en fait, qui ont voulu faire un bac, du coup, ES ou un bac L, par exemple. En bac général, ouais. En bac général, sans... et qui ensuite se sont rabattus sur une école d'ingénieur, par exemple. D'accord. Je trouve que ça se fait beaucoup moins. Parce que c'est un faible pourcentage finalement de lycéens ou en tout cas de futurs étudiants qui osent finalement s'orienter vers des filières qui sont à la base scientifiques, comme l'ingénierie, la médecine aussi, je pensais à ça notamment, et qui ont passé un bac par exemple ES et L et qui ensuite veulent s'orienter vers quelque chose de beaucoup, voire de très scientifique. C'est ça. Vrai. T'as pas tort, ouais. Je pense aussi que ça vient du fait que de manière générale, justement, les écoles plus scientifiques vont avoir un regard quand même très critique sur les personnes qui font pas un bac S, alors que je pense que les autres filières vont être plus ouvertes et vont plus se dire que quelqu'un aussi qui a fait un bac S, même si à la base il connaît pas toute l'économie ou ce genre de choses, va être capable de le rattraper. Ouais. Alors que quand t'as fait un bac ES et que tu veux aller dans quelque chose de plus scientifique, il y a plus d'a priori sur la personne, ce qui est un peu dommage, mais je saurais pas trop l'expliquer pourquoi, mais c'est, je pense... T'as vu ça plutôt dans quelle région, du coup moi j'étais en région parisienne. Donc plus dans la région parisienne. Ouais. C'est vrai que j'ai du mal à me faire un avis parce que moi j'ai fait un bac ES et j'ai pas vraiment eu ce problème étant donné que c'est vrai que je me suis pas orientée vers des filières très scientifiques, bien que je sois en école d'architecture et que ça peut être considéré comme scientifique. Mais c'est vrai que peut-être il doit y avoir ces a priori là, je vais y arriver. Notamment dans les écoles parisiennes, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais je pense qu'il y aura un sujet, à moins que tu veuilles un petit peu développer. Mais je saurais pas trop quoi dire, mais par exemple, tu dis que les études d'architecture, c'est scientifique. Pour moi, c'est pas du tout scientifique, en fait, par exemple. Ouais. Donc c'est là où, je pense, en fonction de la formation qu'on a pu recevoir au départ, on a justement un a priori sur le reste. Et quelque chose qui du coup pour toi est scientifique, pour moi elle l'est pas du tout. Ouais, ok, oui je vois l'angle que tu veux prendre. Du coup t'obtiens donc ton bac. C'est ça. Et tu fais tes vœux et du coup tu es admis dans une école d'ingénieur. Laquelle? Alors non, je suis pas admis dans une école d'ingénieur. Dans une classe préparatoire. Dans une classe préparatoire. Du coup c'est dissocié, on est d'accord? C'est totalement dissocié. Ok. En fait, si on fait classe préparatoire pour ensuite intégrer une école d'ingénieur, donc tu fais tes 2 ans de classe préparatoire. À la fin de ces 2 ans, il y a un concours. D'accord. Où tu vas passer beaucoup d'épreuves pour différentes banques en fait d'écoles. Et ensuite, à la suite de ce concours-là, t'es accepté ou non dans certaines écoles. Et pareil, tu fais comme pour Parcoursup, tu fais pareil un classement de tes vœux, de tes écoles possibles. Et c'est pareil, tu choisis l'école du coup qui est la plus haute dans tes vœux. Et du coup, à laquelle t'es admise. Ouais, et du coup, elle se fait où cette classe prépa? Alors moi, je l'ai faite à Antony, donc toujours en région parisienne, dans un lycée qui s'appelle l'Institution Sainte-Marie. Ok. Donc c'est un collège, lycée, classe prépa. Je crois que ça fait aussi maternelle et primaire. Enfin, ça fait tout. C'est quelque chose de privé. C'est une énorme boîte. Et donc voilà. Donc j'ai fait mes 2 ans là-bas. Donc moi en première année,
deux classes préparatoires. Donc j'étais en PCSI, donc c'est physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Mhm. Et ensuite, en deuxième année, j'ai choisi la classe de PC, donc plus orientée physique-chimie. D'accord. Et une des autres classes préparatoires classiques, c'est la MPSI, donc c'est maths, physique, sciences de l'ingénieur en première année. Et du coup, en deuxième année, on peut choisir par exemple MP, donc maths, physique, ou SI, enfin PSI, physique, sciences de l'ingénieur. Ok. Moi, en ayant fait PCSI, j'aurais pu choisir entre PC, ce que j'ai choisi, et du coup aussi PSI. Donc voilà. J'avais deux choix Ouais, t'avais ces deux choix-là. après ma première année. Ok. Tu disais que c'était privé, alors du Ouais. coup j'imagine que ça a dû coûter de l'argent. Si c'est Oui. privé, ça coûte combien de rentrer en prépa comme ça? J'avoue que je sais Tu pas saurais vraiment, plus parce que... donner... Mais en fait, c'est pas moi qui ai payé, j'ai eu la chance que ce soit ma mère qui Ouais. paye. Mais tu t'étais pas intéressé au coût de l'école Pas spécialement, non. ni de fourchette, Bah, je sais pas. je sais à combien est mon école d'ingénieur, parce que celle que j'ai intégrée est une école d'ingénieur privée. Ouais. Mais mes classes préparatoires, j'en ai plus le souvenir. Ouais. Ça commence à faire loin, mine de rien. Ouais, ça commence à faire loin. J'en ai plus vraiment le souvenir, non. C'est là comme ça, je pourrais pas dire. Parce que je voudrais pas dire de bêtises. Ouais, en fait. j'essaierai de chercher l'information et je vous le mettrai très certainement en barre d'information. Du coup, on poursuit. Donc, tu fais donc, ta première année, puis ta deuxième année. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça consiste en quoi de faire une prépa dans ce domaine? Bah, c'est des cours, on va dire, toujours un peu classiques, donc plus basés sur le scientifique, donc de la physique, de la chimie, des maths, des sciences de l'ingénieur. On a aussi un peu de français philo. Mhm. On a des langues, majoritairement de l'anglais quand même. Mhm. Et voilà, c'est majoritairement en fait que ces matières-là, mais de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus avancée en fait que ce qu'on a pu voir au lycée. Mhm. Donc voilà. Et avec donc un système de cours et aussi un système donc d'évaluation, donc de DST, un peu comme DST? devoir sur table. Ah oui, d'accord, ok. De DST, C'était DS tout court. De DS, par exemple. Oui, devoir surveiller. Ouais. C'est ça. Donc, ce genre de choses, mais aussi ce qu'on appelle des cols. Ouais. Donc, en fait, l'école, c'est... nous, en tout cas, comment ça se faisait? On était des groupes de 3, avec un professeur. Et le professeur nous donnait une définition ou une démonstration à réaliser. Et ensuite, un exercice à réaliser. On était chacun sur un morceau du tableau. Et puis, on devait tout écrire, tout rédiger. Et ensuite, lui présenter un peu à l'oral, en fait, notre travail. D'accord. Et donc, l'école, de manière générale, ça dure à peu près 1 heure. Ok. Donc, voilà. Donc, ça faisait des petits exercices comme ça toutes les semaines, notés aussi, pareil, et qui comptaient dans la note finale. D'accord. On entend beaucoup de choses sur les prépas, que c'est très dur, que les profs notent, on va dire, très difficilement. Qu'est-ce que tu aurais à en dire de ces préjugés, j'imagine, ou en tout cas de ces faits, parce que je vous avoue que je ne sais pas. Non, c'est pas trop quand même un préjugé, parce que de manière générale, si t'as 10 par exemple à ton DS, et bah, c'est possible que tu sois le premier de ta classe et que tu aies 10. Ouais. Donc, non, le fait que ce soit difficile, c'est clairement pas un préjugé. Après, il y a des classes préparatoires qui vont être plus ou moins difficiles parce qu'elles vont préparer à des concours différents. Parce que toutes les écoles d'ingénieurs, en fait, on va dire, n'ont pas le même prestige, entre guillemets, ou n'ont pas la même difficulté. Comment on sait ça d'ailleurs? On va regarder où l'information? Ça va être en fonction de la banque de concours dans laquelle D'accord. est l'école. Par exemple, les plus prestigieuses, ça va être le concours de l'IX et de l'ENS, qui prépare
à Polytechnique et à toutes les écoles normales sup. Ensuite, ça, je sais jamais exactement lequel est le plus important par rapport à l'autre, mais il y a tout le concours de la banque des écoles centrales. Ensuite, il y a le concours avec les écoles des mines. Donc ces deux-là, je pense, sont à peu près équivalents. J'ai jamais vraiment su lequel était le meilleur. Ensuite, il y a la banque de concours CCP, donc ça s'appelle Concours commun Polytechnique. Et donc ce concours-là, c'est beaucoup plus des écoles qui vont être spécialisées en physique, en chimie, en maths. Donc voilà. Et ensuite, il y a le concours E3A. Je sais plus ce qu'il veut dire. Ouais, c'est déjà pas mal toutes ces informations. Et le concours E3A, donc là, c'est les écoles qui sont considérées comme étant les moins cotées. D'accord. Et donc, dans le concours E3A, on peut retrouver les écoles d'ingénieurs qui sont admissibles directement après le bac, en fait. D'accord. Par exemple. Ok. Donc souvent, quand c'est admissible après le bac, on se retrouve avec des écoles qui, on va dire, sont moins bien cotées. Alors, qui sont considérées comme étant moins bien cotées quand on travaille en France, quand on travaille dans certains domaines en France, parce que c'est les personnes vont voir ah, vous venez de Centrale Paris, et à côté, ah, vous venez de je sais pas quelle école de justement ce concours-là. Ouais, ah bah, je vais préférer prendre celui qui vient de Centrale Paris parce que c'est un gage de qualité, etc. Ouais. Alors que j'ai eu beaucoup d'échos où c'est les personnes ensuite en entreprise qui disent ah mais non mais moi justement je vais préférer aller plutôt avec quelqu'un d'une école de 3A parce que il sait mieux rebondir, il est pas prétentieux comme peuvent être les personnes certaines personnes de ces écoles-là. Certaines personnes, on va nuancer un petit peu. Oui, c'est certaines personnes, mais c'est comme certaines personnes de ces écoles-là, parce que soi-disant tu viens d'une grande école, donc t'es meilleur que tout le monde, alors que c'est pas vrai. Et donc voilà, donc c'est sur le papier, les écoles prestigieuses en fait vont pouvoir peut-être permettre d'avoir un peu un meilleur salaire au début. Ouais, et après mais ça va tout, finir... après ça va, ça va se balancer, finalement tout le monde va se retrouver à peu près au même niveau. Et c'est éventuellement le travail à l'étranger. Il y a une importance de l'école si on fait les écoles les plus illustres, parce que c'est les écoles les plus connues partout dans le monde. Ouais. C'est comme nous, on connaît les meilleures écoles du reste du monde. Bah oui, Oxford, Harvard, etc. Voilà, c'est juste une question de nom, mais sinon après le travail est le même. D'accord. Donc toi, tu fais tes 2 années, ça se passe comment ? Bah plutôt bien, parce que moi j'étais dans une école, donc dans une classe préparatoire qui nous formait et à CCP et à E3A. D'accord. Et pas au concours qui était au-dessus, ou sinon si des élèves réussissaient à avoir les concours qui étaient au-dessus, et bah c'était vraiment les personnes les meilleures des meilleures. Les têtes de classe, quoi, vraiment les majeurs de promo, comme on dit. Tout à fait. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu recommanderais ta prépa ? Bah oui, j'y ai passé quand même de bonnes années. Je me suis fait des bons amis. Ça n'a pas été aussi terrible que ce qu'on peut entendre, où tu vois jamais le jour, tu t'as plus de vie, etc. C'est pas vrai. Je faisais du sport à côté. Je rentrais chez moi les week-ends parce que j'étais en internat. J'avais quand même une vie en dehors de ma classe prépa. Ouais. Donc après aussi, j'ai peut-être eu cette chance parce que j'étais dans une petite classe prépa, ce qui était considéré comme une petite classe préparatoire. Mais non, moi je le recommanderais. Ouais, toi tu le recommanderais, bah, c'est bien, prenez l'information. Du coup, tu vas à son concours que tu as, vu que tu es rentré en école. Donc comment ça se passe ? Parce qu'il y a une phase de concours, mais du coup, du concours à l'inscription dans une école, donc, en 2e année de classe préparatoire, on choisit quelles sont les banques de concours auxquelles on veut s'inscrire.
Donc une fois qu'on est inscrit aux 5 banques de concours différentes, à une, à deux, peu importe. Ah oui, on peut passer les 5 si on veut. On peut passer les 5 si on veut. D'accord. Moi, je crois, j'avais juste pas passé Polytechnique parce que de toute façon, je savais que c'était juste impossible. Ouais. Et j'ai fait les 2 autres, enfin, donc les mines et centrales, pour me dire éventuellement j'aurais peut-être quelque chose, mais j'y croyais pas trop, mais c'était plus une histoire en fait d'entraînement, Ouais. de voir un peu l'ambiance, que ça allait être, etc. Parce que moi après, vu que ma classe prépa, c'était en région parisienne, c'est toutes les classes préparatoires en fait de région parisienne pour les concours se retrouvent au parc Floral, donc qui est à Vincennes. Et on se retrouve dans des énormes hangars où on est tous à des tables individuelles. C'est vraiment un truc immense. Sympa. Et c'est vraiment super impressionnant, mais après, c'est en fonction des régions, c'est différent. Mais en tout cas, en région parisienne, c'est quand même très impressionnant. Et puis, je me souviens, il y avait un speaker qui nous disait, donc du coup, quand retourner la copie, quand la rendre, etc. Ah oui. Mais aussi, entre les moments, en fait, entre les moments de... Je vais y arriver. Entre chaque épreuve et puis quand les personnes s'installaient, et il y avait certaines personnes qui passaient des petits mots, en fait, au speaker. Et puis, du coup, c'est le speaker disait à voix haute les petits mots qui étaient passés. Donc, il y avait un peu de la guéguerre entre certaines grandes prépas parisiennes, ou sinon, je me souviens aussi à cette époque-là, il y avait Game of Thrones qui sortait. Ouais. Et donc, nous, vu qu'on travaillait, on pouvait pas le regarder. Mais il y en avait quand même qui le regardaient ou ce genre de choses, ou qui avaient lu les livres. Et je me souviens que ils avaient spoilé à ce moment-là que Jon Snow mourait dans Game of Thrones. Enfin, je devrais mettre un petit spoil, attention. C'est ça, spoil alert. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est quand même une bonne ambiance. Donc voilà, donc du coup, les concours, si on fait tout, ça dure, je crois, 4 semaines. Ah oui, quand même, parce que les concours ne se chevauchent pas. On est sur des concours... Non, ils se chevauchent pas, c'est à la suite. Ah oui, d'accord. Donc c'est 4 semaines, si tu fais tout, où tu planches de 8h à midi. Ouais. T'as 1 ou 2 heures de pause. Et pareil, tu replanches à peu près... tu replanches 4 heures le soir, enfin l'après-midi. Sur combien de jours ? Un jour, 2 jours ? Sur la semaine ? Sur la semaine. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est un concours d'une semaine, du matin au soir, avec une pause à midi, quoi. Ouais, c'est à peu près 1 semaine, parce que il faut passer toutes les épreuves. Ouais. Et, ah oui, c'est costaud. En fonction des concours, en fonction des filières, on peut avoir plusieurs épreuves de physique, plusieurs épreuves de chimie, plusieurs épreuves de maths, et chaque épreuve dure à peu près 4 heures. Donc ça fait des semaines très denses et très éprouvantes aussi, finalement. Au bout de tes 4 Surtout semaines, si on fait tout. C'est sûr. Donc voilà, donc il y a les semaines d'examen écrit. Ouais. Ensuite, on retourne dans nos classes préparatoires pour se préparer aux oraux. Ouais. Donc on attend les résultats. Ensuite, une fois qu'on a les résultats, on sait quels sont les oraux qu'on va devoir préparer. Ouais. Donc là, c'est pareil. Pour les épreuves orales, en fait, c'est la même chose que l'école qu'on faisait pendant l'année, pendant les 2 années de prépa. Donc on se retrouve avec un sujet qu'on prépare un petit peu à l'avance et on se retrouve au tableau à écrire et à expliquer au professeur ce qu'on doit faire, à dérouler l'exercice, etc. Et là-dessus aussi, du coup, on a des notes. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on attend de savoir quelles sont nos notes, etc. Et en attendant de le savoir, vu qu'on sait quels sont les concours dont on a passé les oraux, on sait quelles sont les écoles qu'on peut potentiellement prétendre, auxquelles on peut prétendre. Et donc, on commence à faire notre liste de vœux à ce moment-là. Et ensuite, on attend donc les résultats des concours, des oraux.
pour savoir. Tu savais les écrits et donc après les oraux. Oui, il me semblait, mais je n'ai pas voulu te. C'est les écrits et ensuite les oraux. Ouais. Et c'est après la phase écrite que tu fais tes choix. D'accord, ok. Donc voilà. Après, il y a certaines écoles qui font passer, en plus des épreuves écrites et orales, qui font passer des entretiens dans l'école même. Ouais. Pour la motivation, pour tout ça. Ok. Bon, c'est déjà hyper intéressant de savoir tout ça. Donc, toi, tu obtiens ton concours donc écrit et oral, et tu rentres, du coup, à quelle école ? Donc, je rentre à HEI. Ouais. Donc, ça veut dire Hautes Études d'Ingénieurs. Ouais. Donc, c'est une école qui est à Lille. Mm-hmm. Et c'est une école donc, qui était sur le concours E3A. Ouais. Donc moi en fait j'avais eu des possibilités sur le concours E3A et sur le concours CCP. Mm-hmm. Mais comme je savais toujours pas trop ce que je voulais faire, et ben je voulais pas les écoles de CCP parce qu'elles étaient trop spécialisées. Mm-hmm. Donc je voulais les écoles de E3A. Ouais. Et donc pour rester un minimum généraliste en fait. D'accord. Donc ça reste plus généraliste, mais t'as dû prendre des options en rentrant quand même. Alors non, pas tout de suite. C'est la première année du coup d'école d'ingénieur, reste totalement généraliste, totalement commune. Ok. Et c'est que les 2 dernières années, donc en fait l'équivalent du M1 et du M2, Master 1, Master 2, où on choisit en fait éventuellement une petite spécialisation. Ok. Donc toi, ça s'est passé comment ? Donc tu rentres en première année, tu fais ton année un peu commune, généraliste. Voilà, puis après, pour t'orienter dans ton option, tu t'es débrouillé comment ? Dans tes options, je sais pas bien. Il y avait la possibilité de prendre qu'une seule option, donc j'ai pris qu'une seule option. Et comment j'ai fait ? C'est pendant du coup cette année. Cette première année en ingénieur. Et on a eu des présentations des professeurs de domaine de leurs domaines respectifs. D'accord. Pour voir un peu ce que c'était. On avait aussi éventuellement à aller voir les élèves qui étaient au-dessus de nous, du coup, savoir ce qu'ils faisaient un peu dans leur filière. Mm-hmm. Et aussi les cours en fait qu'on avait dans notre tronc commun donc, pendant notre année de généraliste, et ça nous permettait de piocher aussi un peu dans tous les domaines. Et du coup, il fallait voir un peu quelles étaient les matières qui nous plaisaient les plus. Ouais, voilà, alors, il y avait quoi, par exemple, comme domaine, ou en tout cas celui que tu as choisi, toi ? Alors, à HEI, je ne serais pas capable de donner tous les domaines, parce qu'il y en a... Donne-en quelques-uns, si tu as une dizaine, quand même. Mais donc, à HEI, il y avait BAA, donc Bâtiment, Aménagement, Architecture, BTP, donc Bâtiment, Travaux Publics. Après, je connais plus les anagrammes, mais c'est pas grave. Il y avait une option plus orientée sur l'ingénierie médicale et santé, une sur la mécanique, une sur l'électronique, une sur la chimie, une sur l'informatique. On avait une sur banque, finance, assurance, une sur le management, une plus sur les énergies renouvelables. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'options possibles. Et toi, tu as choisi du coup Et donc, moi, j'ai choisi BA, voilà, Bâtiment, Aménagement, Architecture, parce que le professeur, en fait, référent de ce domaine-là, était un architecte. Ouais. Et quand il a commencé à nous parler de ce que lui faisait, de la possibilité de faire deux diplômes, en fait, une sorte un peu de passerelle entre l'ingénierie et l'architecture, ça m'a tout de suite plu. Donc je me suis dit, je vais rentrer dans ce domaine-là pour ensuite, une fois que j'aurai fini, aller en école d'architecture, en fait, pour continuer. Ouais. Ce qui n'est pas un parcours, on va dire, un peu classique, parce que c'est vrai que, quelque part, maintenant, en école d'architecture, on fait un double cursus. Voilà. Donc, un double cursus alliant architecture et ingénierie. Mais toi, tu n'étais pas au courant à cette époque-là qu'on pouvait mixer les deux directement. Ça. Et puis, tu n'étais peut-être pas décidé non plus à faire de l'architecture. Déjà, oui, je n'étais pas décidé, mais c'est aussi quand j'ai fait mes recherches, donc en terminale, pour savoir ce que je pouvais faire.
Et bah, je savais pas du tout que ce genre d'option existait, de pouvoir faire du coup un double diplôme. Et quand j'ai choisi aussi mes écoles d'ingénieur, j'avais pas non plus, je connaissais pas non plus cette possibilité-là. Et donc je l'ai su, oui, assez tard. Mais après, moi, du coup, c'est totalement différent des doubles diplômes, parce que du coup, les doubles diplômes, c'est t'intègres soit une école d'ingénieur, soit une école d'architecture. Ouais. Donc, tu fais l'équivalent du bac plus 5. Et pendant ta formation, tu commences aussi un peu en parallèle à faire ta deuxième école. D'accord. Que ensuite, une fois que tu auras validé ton diplôme, eh ben, tu vas intégrer cette nouvelle école pour normalement seulement 2 ans supplémentaires. Ah oui, ça je savais pas du tout, tu vois, que les doubles cursus allaient ensuite poursuivre 2 ans Si. ailleurs. Bah Enfin, là, l'INSA, pour le coup, à Lyon, en tout cas. voilà, c'est ça. Bah, par exemple, ceux qui en ce moment sont en double cursus, qui sont en école d'architecture, Ouais. une fois qu'ils auront fini leur diplôme d'architecture, eh ben, ils vont rester 2 ans supplémentaires dans l'école d'ingénieur dans laquelle ils sont en double diplôme. D'accord. Et inversement, du coup. Donc, avant de parler de ta situation actuelle, on va revenir légèrement en arrière, notamment vers ton école, donc HEI à Lille, que tu as choisie précautionneusement. Et est-ce que tu pourrais du coup nous parler un petit peu des cours, ce que tu as appris, ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu, comment ça s'est passé, aussi vers la fin en tout cas de ton diplôme, comment on obtient le diplôme, enfin tous ces aspects-là. D'accord. Alors, les cours, je vais pas pouvoir les énumérer parce que c'est un peu compliqué. Mais donc la première année en école d'ingénieur, donc c'est totalement du tronc commun où on fait de toutes les matières possibles, on va dire. Et ensuite, les 2 années d'après, on a la moitié des cours qui sont du tronc commun et la moitié des cours en fait qui sont des cours plus orientés dans notre domaine et orientés dans notre spécialisation. Donc voilà. Donc du fait de ce tronc commun, en fait, ça fait que j'ai un diplôme d'ingénieur généraliste avec une option dans le bâtiment, aménagement, architecture. D'accord. Et du coup, tous les élèves ingénieurs HEI sortent avec le même tronc commun. D'accord. Et il y a juste leur spécialisation qui diffère. Et du coup, étant donné que comment dire ça, l'organisation, notamment des écoles d'ingénieurs, est différente de ce qu'on peut rencontrer ailleurs, c'est-à-dire que vous êtes sur un système 2 ans prépa pour la plupart en tout cas, puis après un cycle de 3 ans pour l'obtention de votre bac plus 5. Est-ce que ça fonctionne aussi en termes de CTS? Vous avez des partiels? Oui. Enfin, comment ça se passe? On a toujours des crédits ECTS, on a toujours des partiels. Après, ça va vraiment varier d'une école à l'autre. Ouais. C'est nous, par exemple, à HEI, on fonctionnait en semestre. Au premier semestre, chaque semestre en fait était à chaque fois séparé en 2. Donc on avait des partiels de mi-semestre et des partiels de fin de semestre où du coup pendant une semaine, c'est pareil, on faisait que des partiels. D'accord. Alors que dans d'autres écoles, ça va être un cours est fini et on fait le partiel. Ouais. Ça va vraiment dépendre des écoles et de l'enseignement qui va pouvoir être apporté dans l'école en fait. Ok. Donc voilà. Après, pour les écoles d'ingénieurs de manière générale, les écoles d'ingénieurs en fait sont soumises à la CTI qui est la commission des titres d'ingénieur. Donc, pour qu'une école d'ingénieur, pour que le diplôme d'une école en fait soit reconnu comme un diplôme d'ingénieur, il faut répondre aux critères de la CTI. D'accord. Donc ça demande un certain niveau global et aussi un certain niveau en langue. Donc si jamais on n'a pas le niveau requis en langue, on peut pas être diplômé, on peut pas avoir notre diplôme d'ingénieur en fait.
Donc voilà, après aussi, pour pouvoir avoir notre diplôme d'ingénieur, on doit avoir fait une partie de notre enseignement, une partie de notre école à l'extérieur. Ouais. Donc à l'étranger, ça peut être soit de faire un semestre de cours à l'étranger, soit une année complète, soit des stages à l'étranger. Mais on est obligé de partir au moins 3 mois, je crois, c'est au minimum, à l'extérieur de la France. D'accord. D'ailleurs, parlons-en, parce que du coup, tu parlais de stage et de partir voilà, à l'étranger. Est-ce que tu peux nous dire déjà le nombre de stages obligatoires au cours en tout cas, du dernier cycle pour devenir un ingénieur? Et puis, de quand toi tu es parti, où est-ce que tu es parti? Enfin, voilà. Alors, les stages, c'est aussi assez variable en fonction des écoles. Mais ce qui reste assez commun, c'est il y a un stage de 1 mois minimum à faire pendant à la fin de la première année en école d'ingénieur. D'accord. Qui est un stage ouvrier. Enfin, c'est plus le terme exact, mais c'est en gros, c'est être présent sur des chaînes de production, être présent par exemple sur un chantier et puis faire partie donc des ouvriers du chantier et non pas être le chef de chantier par exemple. Donc pour voir en fait la condition des personnes qui vont être sous tes ordres plus tard. Ouais. Pour vraiment comprendre la difficulté, voilà, du travail. Saisir comment on fait les choses de manière pratique aussi. C'est ça, et pour justement éviter que plus tard, quand cet élève ingénieur donc, travaillera, qu'ils comprennent pas la pénibilité du travail des autres et qu'ils se disent c'est de toute façon eux ils travaillent super mal, c'est n'importe quoi, alors que peut-être qu'il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons, voilà, exactement. Donc voilà, premier stage. Ensuite, moi j'ai fait un deuxième stage de 2 mois qui est plus déjà professionnalisant. Et ensuite, en vraiment fin d'année, après, en fin de master, si on doit faire un stage de minimum 4 mois, qui est là, pour le coup, un stage vraiment plus conséquent, et souvent, c'est ce stage-là qui va déboucher ensuite sur une embauche, en fait. D'accord. Donc, pour nous lancer dans la vie active. Donc, voilà. Et concernant, du coup, ton départ à l'étranger Alors, moi, à l'étranger, j'ai fait... donc, je suis parti au Canada pendant un semestre de cours. Quel semestre tu as choisi du coup Enfin, c'était un choix ou c'est l'école qui t'oblige? À HEI, en fait, il y avait plusieurs choix. Soit on partait une année entière, mais du coup, c'était pendant la 2e année d'école d'ingénieur. Soit on partait une année entière ou un semestre, que ce soit le premier ou le deuxième, en dernière année d'école d'ingénieur, donc en 3e année. D'accord. Donc moi j'ai choisi de partir le premier semestre de ma dernière année d'école d'ingénieur. Donc j'ai décidé de partir au Canada et plus précisément du coup au Québec parce que ils dispensaient des cours qui m'intéressaient énormément parce qu'il y avait des cours de calcul, de dimensionnement des fondations des bâtiments. Il y avait aussi des cours sur le dimensionnement des bâtiments en bois par exemple. Et donc ça m'intéressait énormément et c'est pour ça que je suis parti là-bas. Donc j'ai fait mon semestre là-bas et ensuite je suis revenu en France pour finaliser en fait mes études. Finaliser mes études. Oui. Ça s'est passé comment du coup Alors ça s'est globalement bien passé, sauf que je suis tombé malade, donc du coup j'ai pas réussi à avoir les notes suffisantes pour pouvoir valider mon semestre. Donc ça fait que j'ai redoublé en fait l'année d'après. Le semestre. Ah ouais. Voilà, sauf qu'en fait, j'ai pas redoublé le semestre que je n'ai pas validé au Québec. Donc les matières que je n'ai pas validées au Québec, mais j'ai redoublé en France dans mon école. Donc ça m'a permis en fait de voir encore de nouvelles matières.
D'accord. Donc je prends pas du tout ce redoublement comme quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de positif, parce que moi au départ, ce que je voulais faire, c'était à la fin de ma deuxième année d'école d'ingénieur, partir pendant 1 an Ouais. pour faire un long stage de 6 mois et puis partir aussi au Québec pour pouvoir faire les matières que je voulais sans avoir besoin de résultats. Mhm. Et ensuite revenir pour faire ma dernière année en école d'ingénieur. D'accord. Sauf que finalement, j'ai fait à peu près la même chose, mais on a un peu chamboulé. Ouais. Mais bon, au Pas final. dans l'ordre, mais Ouais. finalement, j'ai fait ce que je voulais faire. Donc, super finalement. C'est ça. Donc, tu obtiens à la fin ton diplôme d'ingé. Exactement. Et puis, finalement, tout ce qui va être de l'ordre de l'aménagement, de l'architecture, ça t'a botté, hein. T'as pas mal aimé ça. Donc, ça fait que tu as demandé une école d'architecture. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus amplement, notamment de ton admission? Comment ça s'est passé? Par quel biais tu es passé, notamment? Alors, pour intégrer l'école d'architecture, donc c'est... De Lyon, je tiens à préciser. Pour intégrer une école d'architecture de manière générale, Ouais. c'est... Il faut postuler, en fait, faut faire des formulaires de ce qu'ils appellent des validations d'acquis. D'expérience. VAE, validation acquis expérience. C'est ça. Oui. Tout à fait. Et donc il faut remplir des dossiers en fait avec des lettres de motivation, des boucles, les dernières notes, etc. Mhm. Et ensuite, une fois que les écoles d'architecture ont ces documents-là, ils vont faire déjà un premier tri, un premier choix. Ensuite, ils vont t'appeler pour que tu passes des entretiens. Et les entretiens, à l'époque, du coup, étaient assez différents en fonction des écoles. Mais quand je discutais avec les professeurs pendant ces entretiens, et ils m'expliquaient que ça tendait à être harmonisé. Donc, je pense que maintenant, ça doit être harmonisé, mais je ne sais pas du tout quel est le contenu des oraux. Mhm. Et ensuite, une fois l'oral passé, les écoles te disaient si tu étais oui ou non accepté dans l'école. Et ensuite, c'était toi qui choisissais dans quelle école tu allais en fonction de ce qui t'était proposé. Ouais. Donc après, souvent, pendant les entretiens, ils te demandaient en quelle année tu voulais arriver en école d'architecture. Ouais. Et t'avais le choix entre la L2 et la L3. J'avais le choix entre la L2, la L3 et le M1. Ah oui, t'avais un grand choix. J'avais un grand choix. Alors, M1, je voulais pas parce que je trouvais que c'était beaucoup trop présomptueux de ma part de vouloir aller directement en master. Ensuite, L2, je voulais pas trop parce que vu que quand même j'avais déjà redoublé, etc., je me disais ça va me faire potentiellement perdre encore une année, donc c'est pas cool. Et je me disais pourquoi pas arriver directement à L3 parce que comme ça en plus, si finalement ça me plaît pas, ouais. mais que je valide quand même ma L3, et ça me valide une licence supplémentaire. Ouais. Donc ça fait que je me retrouverai et avec un diplôme de master et une licence en archi. Et c'est pas mal déjà. Donc ça aurait été vraiment bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la L3. Et par exemple, j'ai certaines écoles qui m'ont dit oui, on veut bien que vous rentriez chez nous, mais seulement si vous arrivez en licence 2. Et par exemple, ces écoles-là, je leur ai dit non, je préfère arriver directement en licence 3. Donc une des écoles qui m'a proposé ça, donc, c'est l'ENSAL, donc l'école d'architecture de Lyon. Et donc j'ai intégré directement l'école d'architecture de Lyon en licence 3. Ouais. Donc de là, j'ai fait une première année où j'ai eu un peu de mal aussi avec des problèmes de maîtrise de logiciels, de compréhension aussi de la vision architecturale, parce que vu que j'étais dans ma vision ingénieur, c'est quand même assez différent. Donc c'était compliqué.
Et donc ça fait que j'ai redoublé mon année de licence 3. Et donc là, actuellement, je suis de nouveau en licence 3, mais en licence 3 allégée, on va dire. Oui, parce que j'ai que les cours que j'ai pas validés, en fait. Voilà. Parce que à savoir qu'en école d'architecture, c'est un système un petit peu particulier où on a, en tout cas je pense, où on a des partiels, donc des devoirs sur table que l'on valide ou qu'on valide pas. Donc ça c'est une chose, après il y a des rattrapages, mais par contre on a surtout un projet qu'on va tenir tout au long du semestre et qu'il va falloir ensuite valider, sinon c'est redoublement automatique. Il n'y a pas d'autre issue possible. Bien que en ayant validé les autres partiels, on n'ait pas besoin de les repasser l'année suivante. Voilà, c'était pour donner la petite info sur l'école d'archi. Alors maintenant, j'aimerais que tu me dises objectivement ton avis sur les écoles, en tout cas d'ingé, puis d'archi aussi, parce que, comme tu le disais, c'est deux mondes totalement différents. Ouais. Est-ce que tu baserais les difficultés aux mêmes endroits ? Est-ce que tu penses qu'il y en a une plus difficile que l'autre ? Pour avoir testé, en fait, comment... Alors, sincèrement, je pense que... en termes de volume de travail, justement, les écoles d'ingénieurs, ce qui est difficile, c'est la période classe préparatoire, où il faut vraiment beaucoup travailler. Et ensuite, arriver en école d'ingénieur, il va y avoir toujours un minimum de travail, mais ça va être beaucoup plus light, beaucoup plus léger que pendant les classes préparatoires. Et la vie aussi en école d'ingénieur est souvent, je trouve, très agréable parce qu'il y a énormément de sports possibles, énormément d'associations auxquelles participer, etc. Donc c'est vraiment une vie entre étudiants et qui est vraiment très forte. Et ensuite, en architecture, j'ai l'impression que c'est plus difficile de manière perpétuelle, en fait. C'est justement avec ce projet, avec essentiellement d'ailleurs, je trouve, le projet. Ouais, plus le projet que les autres matières. Ouais, plus le projet que les autres matières qui demandent un travail qui est quand même assez conséquent tout au long de l'année. Et donc, ce qui peut-être a empêché le développement de tout ce qui va être vraiment vie associative autour. Et donc ça fait que je trouve qu'actuellement, les écoles d'architecture, en tout cas de ce que j'ai pu voir, manquent d'associations, manquent d'événements extérieurs, etc., faits par l'école pour les élèves. Et contrairement à l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais. Mais après aussi, il y a une différence de promotion, parce que là, en architecture, on est 100 dans une promo, alors que en ingé, on était 600 dans la promo. Ouais, donc il y a plus de monde, donc plus d'associations possibles. Voilà, c'est vrai qu'on est moins nombreux. Parce que là, du coup, en une promo en ingé, on est plus que dans l'école d'architecture, en fait. Ouais. Donc c'est aussi ça, sûrement, qui joue beaucoup. Mais... c'est l'impression que tu as en termes de volume de travail. On en a beaucoup en école d'architecture, ce qui fait qu'on développe moins du coup tout ce qui va être de l'ordre de la vie étudiante en fait. Oui, finalement. C'est ça, parce que quand je peux discuter avec des personnes un peu à droite à gauche, c'est quand j'étais en école d'architecture, c'est si on voulait proposer d'aller faire un peu une soirée ou d'aller à un resto ou d'aller voir un film, même d'aller faire du sport ou peu importe, et souvent les personnes étaient d'accord pour y aller et puis étaient volontaires, et c'était assez souvent le cas. Moi, je suis clairement pas un exemple à suivre par rapport à ça, mais il y a une époque quand j'étais en école d'ingénieur où je sortais tous les soirs et où j'ai pas eu de problème. Alors c'était pas pendant le Québec, je tiens à préciser. Alors que en architecture, quand tu proposes aux personnes de sortir, d'essayer de faire des choses à l'extérieur finalement, les personnes sont beaucoup plus réticentes. Elles disent très souvent je peux pas parce que j'ai
autre chose à faire. Je dois avancer sur le projet, voilà, notamment. Exemple. Je suis charrette, ça c'est une expression phare des écoles d'architecture qui veut dire qu'on est à la bourre pour rendre son projet. C'est ça. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un esprit que j'ai senti vraiment différent entre les deux. Ok, merci pour cet avis-là. Est-ce que, pour le petit mot de la fin, tu pourrais notamment nous donner un conseil ? Si quelqu'un veut suivre tes traces, ou en tout cas s'intéresse à tout ce qui va être de l'ordre de l'ingénierie et puis de l'architecture et de l'aménagement. C'est que franchement, il faut pas avoir peur de se lancer dedans, déjà. Que les classes préparatoires, il y a beaucoup de personnes qui disent c'est le calvaire, tu fais que travailler, etc. Oui, tu travailles beaucoup, mais je pense pas que tu travailles plus qu'en médecine, par exemple. Ouais. Que de toute manière, si c'est quelque chose qui te plaît, si c'est quelque chose que tu veux faire, et va dedans et de toute manière, si ça te plaît, tu seras assez motivé pour travailler et pour réussir. Ouais. Et il faut avoir confiance en ses capacités, il faut pas douter, et puis de toute manière, à partir du moment où tu es dans un domaine, dans une école, tout le monde est dans le même cas que toi. C'est vrai. Donc si tu as peur de quelque chose, faut pas avoir peur d'aller demander aux autres, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera dans la même situation que toi. Donc il y a quand même que ce soit en ingé ou en archi, il y a quand même un minimum d'entraide entre les personnes. Donc c'est l'esprit de camaraderie et ce genre de choses, il est présent, donc il faut vraiment pas avoir peur. Faut pas avoir peur de se lancer dans ce qu'on aime et dans ce qu'on veut faire. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Tanguy d'être venu, et puis je te dis à bientôt. Merci à toi. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Tanguy de nous avoir partagé ses expériences et donné un bon nombre d'informations sur les études d'ingé option BAA. Je vous rappelle que l'épisode d'Ahmed nous parlait aussi des études d'ingénieur, et vous savez bien que 2 visions valent mieux qu'une. Je tiens à vous remercier de suivre les épisodes de ce podcast en espérant que cette expérience enrichisse votre vie et vous aide à ouvrir le champ des possibles. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram et maintenant sur Spotify, Google Podcast et Anchor FM. Laissez des commentaires et un maximum de pouces vers le haut. Vos encouragements sont très importants pour moi. Je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.